Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic. J'espère que vous êtes en pleine forme les amis. On va traiter aujourd'hui l'UFC 309, John Jones versus Stipe Miocic et récap l'UFC Fight Night 247, Manny versus Prates. Pensez à vous abonner s'il vous plaît pour m'aider à faire grandir la chaîne. L'objectif est d'atteindre les 1000 abonnés et votre aide est la bienvenue. Vous pouvez laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît et un commentaire pour me donner votre avis, je vous réponds avec grand plaisir. Les amis, j'ai fait un short sur les dangers des paris sportifs. Le lien est en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme à chaque fois, je vous conseille la chaîne Momo MMA pour suivre l'actualité chaque semaine dans des formats courts et très intéressants, son contenu est de très bonne qualité. Pour l'UFC Fight Night 247, on retrouvait du coup 5 combats à la carte principale, il y avait eu du changement. En premier combat catégorie middleweight, on retrouvait Mansour Abdulmalik contre Dusko Todorovic. Combat que j'avais pronostiqué du coup en commentaire épinglé, parce qu'il avait été, il est arrivé sur la carte vraiment au dernier moment. Je vous avais conseillé de choisir Mansour Abdulmalik. Il a remporté le combat du coup par KO technique au premier round. Il a vraiment roulé sur son adversaire, très agressif. Et du coup, c'était son premier combat, il me semble, à l'UFC. Donc il a vraiment réussi son entrée. Donc on a réussi le premier prono. En deuxième combat, catégorie strawweight, on retrouvait Gillian Robertson contre Luana Pinheiro. Je vous avais conseillé de choisir Robertson. Pinheiro m'avait déçu sur ses deux derniers combats, s'était fait soumettre et s'était fait terminer par KO technique. Elle n'a pas apporté non plus grand chose dans ce combat, même si elle avait un peu plus de précision sur le striking que Robertson, elle s'est fait rouler dessus en grappling. Donc elle a perdu le combat par décision unanime. Victoire de Gillian Robertson, on en est donc à 2 pour les pronos, 2 réussis. On retrouve ensuite en troisième combat catégorie bantamweight, c'était Gaston Bolanos contre Cortavius Romius. Je vous avais conseillé de choisir Bolanos, pareil c'est un combat qui était arrivé au dernier moment, je l'avais mis en commentaire épinglé. Je vous avais conseillé de choisir la grosse cote de Gaston, parce qu'il avait quand même 6 finishes sur ses 7 victoires. Et Romius lui avait déjà perdu une fois par KO technique lors de son premier combat, c'était au Dana White Contender. J'avais des doutes sur sa réussite en striking et est-ce qu'avec sa lutte il aurait l'énergie suffisante. Ça a vraiment été compliqué pour lui. Il a été cramé au cardio quasiment dans le deuxième round et Gaston a réussi à faire la différence, même si ça a été difficile pour lui aussi. Il a beaucoup plus touché son adversaire, beaucoup plus de volume, donc victoire par décision unanime assez logique. On en était donc à 3 sur les pronostics. On retrouve ensuite en co-main event, c'était le Hollandais Reiner de Ridder pour son premier combat à l'UFC, l'ancien double champion du ONE FC, face à l'expérimenté Gerald Merchert. C'était vraiment un combat de grappleur. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais les deux, Merchert, ça m'a pas surpris, je savais, mais Reiner de Ridder, il avait l'air d'un poids lourd au troisième round. Dès la moitié du premier round, il avait l'air déjà complètement cramé. Il a montré de grosses faiblesses en striking. Il s'est fait toucher quand même plusieurs fois par Merchert. On sait que Merchert, c'est pas un excellent striker. Après, pour les amener au sol, c'était assez facile. Il faisait pas non plus des takedowns exceptionnels, mais Merchert, il avait l'air cramé aussi. Et ça s'est joué dans le troisième round, soumission au final de Reiner de Ridder. Il n'est pas passé loin de la catastrophe pour son premier combat, mais bon, il avait quand même affaire à un combattant très expérimenté, Merchert. Et surtout, je pense que le niveau était bien supérieur au ONE FC, au combat qu'il avait pu faire précédemment dans sa carrière. Donc victoire de Reiner de Ridder par soumission, on en est donc à 4 pour les pronostics. On retrouvait ensuite en main event catégorie welterweight le vétéran Neil Magny contre le jeune Carlos Prates. Alors je voyais, comme j'avais dit dans la vidéo d'analyse, peu de chance pour le vétéran de remporter ce combat. Je me disais que le striking ça allait être compliqué, alors il a quand même fait un beau début de combat, Neil Magny. Il a quand même pas mal embêté sur les 2 premières minutes, même les 3 premières minutes le Brésilien, avec son pressing, ses tentatives de takedown, le pressing contre la cage. Mais Prates défendait vraiment de manière magnifique. À un moment donné, il s'est quand même retrouvé avec la jambe en l'air pendant plusieurs secondes. Il a réussi en sautant sur un seul pied à garder l'équilibre. C'était impressionnant cette défense de takedown. Et puis dès qu'il a commencé à dérouler, Neil Magny s'est pris un coup. Alors il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le KO, mais il s'est pris un coup, je pense, sur le haut du crâne. Comme on voit dans le ralenti, déjà le premier coup, la gauche le touche et la droite lui frôle le haut du crâne. Et ça l'a éteint. Et Neil Magny, il s'est retrouvé dans le KO à 10 secondes de la fin du premier round. Donc victoire du Brésilien, Carlos Prates, très impressionnant. On va voir contre qui va être opposé pour la suite, mais vraiment sa défense de takedown et son striking m'ont vraiment impressionné. On en est donc à 5 sur 5 pour le résultat, ticket complet les amis, une vraie réussite cette semaine, ça fait plaisir. On va essayer de faire aussi bien la semaine prochaine. J'ai eu beaucoup de tickets gagnants du coup cette semaine, des combinés de 5 et de 3, j'ai tout partagé sur les réseaux sociaux les amis, Facebook, TikTok et Instagram, les liens sont dans la description de la chaîne si vous voulez aller jeter un coup d'œil. L'UFC 309 se tiendra le 16 novembre, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 5 combats à la carte principale.
retrouve en premier combat, catégorie lightweight, Mauricio Roffi contre James Longtop. Mauricio Roffi, il est brésilien, il a 28 ans, 10 victoires pour une seule défaite. Sur les 10 victoires, 10 finishes par KO ou KO technique. Et sa seule défaite, elle a été par KO, c'était par KO. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique contre Jamie Mullarkey. Il est donc opposé à James Longtop. Longtop, il est péruvien, il a 25 ans, 14 victoires pour 4 défaites. Sur les 14 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, une soumission et 6 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision. C'était contre Vyacheslav Borchev. Et c'était au mois d'août 2024. Pour les cotes, pour l'instant, je ne les ai pas vues sur mon site habituel, mais j'ai retrouvé d'autres sur un autre site de paris sportif. On retrouve très gros favori, le Brésilien, avec une cote à 1,11 et une énorme cote à 5,50 pour le Péruvien. Alors c'est essentiellement un combat de striker. Mauricio Roffi, il a très bien réussi son arrivée à l'UFC. Premier combat, c'était au Dana White Contender qu'il a gagné par KO technique, et son premier réel combat à l'UFC, il a détruit Jamie Mullarkey au premier round. Striking vraiment propre, il prend pas de risque, il a très bon retrait du buste, il a une bonne boxe, il a de très bons coups de pied aussi. Il peut rappeler un petit peu Conor McGregor dans ses premières heures à l'UFC. Alors attention, hein, j'ai pas dit que c'était le nouveau Conor McGregor, pas s'emballer. J'ai bien précisé qu'il me rappelait seulement le style, avec un striking et vraiment une précision, un coup d'œil vraiment impressionnant, le Brésilien. Et Mullarkey, il s'est fait détruire vraiment dans le premier round avec un travail de sape. Allez regarder le combat si vous l'avez jamais vu. En plus, c'est assez impressionnant et très divertissant. Du coup, face à James Longtop, je pense que le striking, ça va pas être un problème pour lui. Il a que 25 ans, le Péruvien, il est jeune. Et lui, il a raté son entrée à l'UFC. Après sa victoire au Dana White Contender, il a perdu une fois par soumission au mois d'avril 2024. Et son dernier combat, donc au mois d'août 2024, qu'il a perdu par split decision. Alors le problème, c'est que voilà, le sol est compliqué pour Longtop. Mais bon, il n'aura pas ce problème avec Mauricio Roffi. Comme je l'ai dit au début, c'est essentiellement un combat de striker. Je pense que ça va rester debout. Et je donne peu de chance aux Péruviens. Je trouve que le style du Brésilien est vraiment trop propre, trop clean. Après, tout est possible en MMA, mais comme vous le voyez sur les cotes, gros favori le Brésilien, ils ne se sont pas trompés. Je pense que son adversaire est vraiment là uniquement pour le faire monter. Je donne vraiment peu de chance aux Péruviens de remporter le combat. Donc je vous conseille de choisir le Brésilien, Mauricio Roffi les amis, ça reste le choix le moins risqué. On retrouve en deuxième combat, catégorie flyweight, Viviana Rojo contre Karine Silva. Viviana Rojo, elle est brésilienne, elle a 37 ans, 12 victoires pour 6 défaites. Sur les 12 victoires, 3 finishes par KO ou KO technique, 4 soumissions et 5 décisions. Pour ces 6 défaites, elle a perdu une fois par KO et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite contre Natalia Silva par décision unanime au mois de février 2024. Elle est donc opposée à une compatriote brésilienne, Karine Silva, qui a 30 ans, 18 victoires pour 4 défaites. Sur les 18 victoires, 9 finishes par KO ou KO technique et 8 soumissions, une seule décision. Pour ces 4 défaites, elle a perdu une fois par KO ou KO technique, 2 fois par soumission et une fois par décision. Elle est sur une très belle série de victoires. Son dernier combat, donc c'est une victoire à l'UFC, c'était au ESPN numéro 55 au mois d'avril 2024. Elle a battu Ariane Lipski par décision unanime. Pour les cotes, on retrouve favorite Karine Silva avec une petite cote à 1,31 et une grosse cote à 3,10 pour Viviana Rojo. Alors pour ce qui est de Karine Silva, elle a effectivement sur les 18 victoires, 9 finishes par KO technique, mais on n'en a pas encore vu à l'UFC, c'est surtout sur les 8 soumissions, on a vu pas mal de soumissions. Elle est très forte au sol, même si effectivement elle a beaucoup de finishes par KO technique. Pour l'instant, c'est vraiment plutôt au sol qu'elle brille à l'UFC. Depuis son arrivée au Dana White Contender, c'était en 2021, elle a enchaîné quand même 4 belles victoires avec 3 soumissions, une seule décision lors de son dernier combat. Et les KO techniques, ça remonte dans ses débuts dans les petites organisations. C'était faut remonter jusqu'en 2020 pour retrouver un TKO. Sinon, c'est vraiment que des soumissions. Donc je pense que pour le sol, ça va être compliqué pour Viviana Rojo. Rojo, même si elle a perdu 5 fois par décision et une fois par KO technique, elle n'a jamais été soumise. Elle excelle pas vraiment, que ce soit en striking, je trouve, ni au sol. Beaucoup de finish par décision. Et surtout, elle a 4 défaites lors de ses 3 défaites lors de ses 3 derniers combats. Elle avait perdu contre Alexa Grasso et Amanda Ribas, c'était en 2022 et 2023. Et elle a battu Jennifer Maia, c'était en octobre 2023, c'est sa dernière victoire. Donc c'est compliqué ces dernières années. Après, elle a déjà 37 ans. Faut dire que voilà, on s'arrange pas en vieillissant forcément. Karine Silva, elle est plus jeune, plus dynamique. Je pense qu'elle est vraiment déjà, elle est sur une superbe série de victoires. Je disais, sa dernière défaite faut remonter en 2019. C'était dans les petites organisations et depuis qu'elle est arrivée à l'UFC, elle a enchaîné les victoires et les finishes.
Donc je donne peu de chance à Viviane Araújo de s'en sortir dans ce combat. Je suis pas certain qu'elle est le sol pour ne pas se faire dominer. Elle peut éviter la soumission, elle pourrait perdre ce combat par décision. Karine Silva ne pourrait ne pas trouver la solution pour la soumettre, c'est possible. Mais je pense qu'elle va être dominée dans tous les aspects du combat, Viviane Araújo. Je pense qu'elle pourra pas vraiment s'exprimer en striking. Et que du coup elle va se retrouver sur le dos assez rapidement. En tout cas, elle n'aura pas de choix de faire du grappling avec Karine Silva. Donc je vous conseille de choisir Karine Silva, les amis. Je pense que ça reste le choix le moins risqué, mais restez prudent sur les petites catégories féminines, on peut toujours avoir des surprises. On retrouve ensuite en troisième combat, catégorie middleweight, Bonical contre Paul Craig. Bonical, il est américain, il a 28 ans, 6 victoires pour aucune défaite. Sur les 6 victoires, 2 finishes par KO technique et 4 soumissions. Son dernier combat, c'est une victoire contre Cody Brundage, c'était à l'UFC 300 par soumission au deuxième round. Il est donc opposé à Paul Craig. Paul Craig, il est écossais, il a 36 ans, 17 victoires pour 8 défaites. Sur les 17 victoires, 4 finishes par KO ou KO technique et 13 soumissions, aucune décision pour Paul Craig. Pour les 8 défaites, il a perdu 5 fois par KO ou KO technique, 2 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO contre le Brésilien Caio Borralho, c'était au mois de mai 2024. Pour les cotes, on retrouve énorme favori Bonical avec une toute petite cote à 1,07 et une énorme cote à 6,75 pour Paul Craig. Alors Bonical, on le sait, c'est la nouvelle star de l'UFC, il grimpe doucement les échelons, il ne cherche pas à aller plus vite. Que la musique au final on voit pour l'instant ses victoires à l'UFC, que ce soit Jamie Pickett ou Valentin, c'était Watburn qu'il avait mis KO technique avec une superbe boxe ce jour-là, il m'avait surpris avec sa boxe Bonical, et son dernier combat où il a soumis Cody Brundage où il a un petit peu galéré quand même, faut dire. Contre Paul Craig, je pense qu'il sera pas vraiment inquiété en striking. Paul Craig, c'est pas un super striker, c'est vraiment le grappling et la soumission. Paul Craig, même si c'est vrai que sur ses 5 derniers combats, il y a 4 défaites. Défaite contre Volkan Ozdemir et Johnny Walker, c'était en light heavyweight. Il est passé en middleweight ensuite, il a battu André Muniz par KO technique. Je pensais qu'il allait se trouver une nouvelle jeunesse dans cette catégorie, puis ensuite il s'est retrouvé contre le bourbier Brandon Allen et Caio Borralho. Il n'a pas été épargné Paul Craig, mais il faut dire qu'il a habitué aussi à surprendre au très haut niveau. On se souvient qu'en light heavyweight, il avait quand même soumis Jamal Hill, il lui avait cassé le bras en 2021. Et surtout, il avait battu, le seul à avoir battu Magomed Ankalaev, qu'il avait soumis à la dernière seconde avec un triangle au troisième round pour le premier combat de Ankalaev à l'UFC. Donc Paul Craig, il a énormément d'expérience, beaucoup plus que Bonical, c'est certain. Mais je pense pas du coup que Paul Craig puisse inquiéter, comme je le disais juste avant, Bonical avec son striking. Je pense même que l'avantage sera du côté de Bonical, il est plus frais, il a la jeunesse, il a la rapidité. Par contre, le sol, Paul Craig peut toujours sortir une dinguerie, mais est-ce que Paul Craig peut surprendre Bonical, un lutteur de la qualité de Bonical, se faire surprendre par une soumission de Paul Craig? Ça me paraît quand même difficile. Même s'il avait surpris effectivement avec son triangle Magomed Ankalaev, je suis pas certain que Bonical il galère jusqu'à la fin du combat contre Craig, et je vois quand même quelque chose d'assez expéditif. Paul Craig s'est fait finir lors de ses 2 derniers combats. Soumettre par Brandon Allen au troisième round, ça avait été compliqué pour lui. Vraiment, il n'a pas montré grand-chose Paul Craig dans ses 2 derniers combats. Il n'y avait que contre André Muniz, où j'avais eu l'impression de retrouver le Paul Craig de 2020, 2019-2020. Mais au final, non, contre Borralho, on a bien vu, même en striking, ça a été difficile. Donc contre Bonical, je pense que Paul Craig, il a peu de clés pour la victoire. Je le vois pas, à moins d'une soumission éclair vraiment, mais voilà, c'est beaucoup trop risqué. Sa cote est énorme à 6,75, mais en vérité, je vous déconseille de la tenter. La cote de Bonical à 1,07 est beaucoup trop basse pour tenter quoi que ce soit, mais ce sera dans un combiné, du coup, il faudra le combiner avec des cotes peut-être plus intéressantes. Donc je vous conseille quand même de choisir Bonical, les amis, bien sûr, ne tentez pas Paul Craig, c'est beaucoup trop risqué. Et on retrouve en co-main event catégorie lightweight Charles Oliveira contre Michael Chandler numéro 2. Charles Oliveira, il est brésilien, il a 35 ans déjà, 34 victoires pour 10 défaites. Sur les 34 victoires, on a 10 finishes par KO technique quand même et 21 soumissions. Seulement 3 décisions pour Charles Oliveira. Pour ses 10 défaites, il a perdu 4 fois par KO ou KO technique, 4 fois par soumission et seulement 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision contre Armand Tsarukyan, c'était au mois d'avril 2024. Il est donc opposé à l'américain Michael Chandler qui a 38 ans déjà, 23 victoires pour 8 défaites. Sur les 23 victoires, 11 finishes par KO technique, 7 soumissions et 5 décisions. Pour ces 8 défaites, il a perdu 4 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 3 décisions. Son dernier combat, c'est 7 défaites par soumission contre Dustin Poirier, c'était au mois de novembre 2022, il y a déjà 2 ans. Pour les cotes, on retrouve favori le Brésilien Charles Oliveira avec une cote à 1,36.
et une belle cote intéressante à 2,92 pour Michael Chandler. Alors Charles Oliveira, on le sait, hein, c'est l'ancien champion. Depuis sa défaite contre Islam Makhachev, il avait su rebondir en mettant KO technique Beneil Dariush au mois de juin 2023. Et donc son dernier combat, cette défaite contre Armand Tsarukyan, où il a montré quand même de belles choses, je trouvais. Cette tentative déjà d'étranglement au premier round après avoir balayé avec un low kick Tsarukyan, il s'est jeté dessus, il a attrapé du coup, il lui a tenté une guillotine qui était pas loin de passer franchement. Le deuxième round, il se fait dominer au sol. Malheureusement, c'est les styles qui lui correspondent pas à Armand Tsarukyan comme Islam Makhachev, ce qui est gros lutteur, je pense. Charles Oliveira, du coup, peut se retrouver sur le dos et se faire dominer s'il ne trouve pas la soumission ou la possibilité de se relever. Après, contre Tsarukyan, il avait quand même tenté sur la fin du troisième round un petit geste. Je pense qu'il a d'ailleurs fait que c'était un split decision. Il avait attrapé Tsarukyan en soumission, mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Mais voilà, juste pour, on va dire qu'il terminait bien le combat et c'est ce qui fait que ça a été un split. Mais il a quand même été, on va dire, dominé dans la plupart des parties du combat par Tsarukyan. C'est Tsarukyan qui a fait le plus de dégâts. Avant ça, donc on sait hein, sa défense de ceinture contre Poirier qu'il avait soumis au troisième round. Contre Gadget, le titre n'était pas en jeu, mais il avait aussi soumis Gadget au premier round, vraiment impressionnant. Et le fameux combat numéro 1 contre Michael Chandler, c'était déjà en mai 2021, et c'était pour la ceinture donc, la ceinture vacante à l'époque. Michael Chandler avait vraiment fait un très beau premier round contre Oliveira, même s'il s'était fait assez rapidement emmener au sol, il avait donné son dos, il s'était fait attraper, fermeture en triangle, ça avait l'impression d'aller se terminer très rapidement, mais il avait su résister. Michael Chandler, dans le premier round, il est capable d'être très explosif, on l'avait vu, c'est comme ça qu'il était sorti de la prise du dos de Charles Oliveira. Un coup d'explosivité comme seulement lui peut le faire. Je vois très peu de combattants dans la catégorie lightweight être capable de sortir d'une prise du dos avec fermeture en triangle de Charles Oliveira. Donc Michael Chandler dans le premier round, il est explosif. Après, c'était il y a déjà 3 ans. Comme je l'ai précisé, Chandler, il a déjà 38 ans. 2 années sans combattre à attendre Conor McGregor. On sait qu'il a une shape de malade, on a vu son corps et affiché sur les réseaux sociaux, c'est un gars sérieux, c'est un gars vraiment qui est en mission, Michael Chandler, à l'entraînement c'est très sérieux, c'est pas le genre à aller faire la fête, donc je sais qu'il va être prêt le jour du combat, mais est-ce que les 2 ans d'absence vont pas peser? Je pense qu'il aura à mon avis un premier round à offrir, Michael Chandler, le deuxième round après, on sait pas dans quel état il va être. Après il fait souvent la guerre, on l'a vu contre Dustin Poirier quand il a perdu, c'est parce qu'il a commencé à vouloir trop boxer avec Poirier. Il s'est pris un contre à un moment donné qui lui a éclaté le nez. Et après, il s'est retrouvé à lutter contre Poirier. Et au final, il s'en était bien sorti. Il s'était bien sorti aussi contre Gadget sur les tentatives de lutte, le peu qu'il avait proposé dans ce combat-là. Mais il avait trop fait la guerre contre Gadget, qui est un meilleur striker que lui. Et contre Charles Oliveira, le premier round, vraiment, ça avait été explosif. Quand il avait réussi à se retourner ensuite, il avait quand même pratiquement KO technique Charles Oliveira. Il l'avait sonné, envoyé au sol. Charles Oliveira était au sol en train de bouger la tête pour esquiver les coups. Et au final, Michael Chandler avait quand même réussi à terminer tout le premier round dans la garde d'Oliveira, en lui mettant des frappes et en le dominant au sol. Et je me dis que s'il arrive à reproduire ça sur une bonne partie du combat, ça pourrait quand même être intéressant. Après, je pense que ça va être un 5 rounds. Il me semble que ça va être en 5 rounds le combat, puisque. Ah non, peut-être pas, ça peut être un 3 rounds. J'avoue que j'avais pas eu l'info, j'ai pas vérifié. Si c'est en 3 rounds, je pense que Michael Chandler, de toute façon, a plus ses chances de peut-être aller chercher une décision, mais ça me paraît difficile. Charles Oliveira, il reste quand même létal sur la plupart de ses coups. On l'a vu hein, contre Benel Dariush, cet enchaînement qu'il place pour l'envoyer au tapis et aller le terminer, c'était solide. Même ce crochet qu'il avait mis tout simplement à Chandler en entrée du deuxième round de leur premier combat était vraiment impressionnant. C'est un combat qui est vraiment compliqué à pronostiquer. Alors beaucoup voient Charles Oliveira vainqueur, mais Charles Oliveira, même s'il a beaucoup progressé en striking, il a quand même toujours tendance dans son striking à pas beaucoup bouger la tête. Sa tête elle reste quand même assez fixe et il prend des coups. On l'avait vu hein, contre Dustin Poirier, il s'était fait envoyer au tapis, contre Justin Gaethje également et contre Michael Chandler lors du premier combat. Donc je me dis que dans le premier round, j'ai l'impression que ça pourrait être assez similaire de leur première rencontre. Un Charles Oliveira qui va quand même chercher les échanges, qui va pas forcément chercher le sol directement, et un Michael Chandler extrêmement explosif qui va chercher à faire très mal dès le début. Alors le combat pourrait partir dans tous les sens, mais je pense au vu des cotes, comme j'ai dit, Charles Oliveira il est gros favori avec une petite cote à 1,36 et sur cette carte cette semaine on a que des petites cotes et sincèrement je vois pas ni Paul Craig avec son énorme cote réussir. Je vois pas les grosses cotes gagner, à part peut-être celle de Chandler. Je me dis que si on a une à tenter cette semaine, ça pourrait être la cote de Michael Chandler. Elle est presque à 3, à 2,92. C'est intéressant. Après, ça peut être dans un pari simple pour ne pas prendre de risques. Inutile de le mettre dans trop de combinés ou quoi. Juste un pari simple pour tenter sa cote qui est assez intéressante.
parce que Charles Oliveira, sa cote est basse, ça pourrait uniquement être dans des combinés, donc je me dis du coup ça vaut le coup de tenter la cote de Michael Chandler. Il est quand même très explosif. Moi, Michael Chandler, je pense que c'est un combattant qui peut mettre KO ou KO technique n'importe qui dans la catégorie au premier round. Même des combattants comme Islam Makhachev sur une erreur, c'est une possibilité, je pense. Après, passer le deuxième round, Chandler à 38 ans, on risque d'avoir une baisse de régime. Oliveira, lui, il a montré qu'il était toujours en pleine forme. Donc le plus sûr, ce serait de choisir Charles Oliveira, parce que je pense qu'il a plus de clés pour la victoire. Il peut gagner le combat au sol en soumettant, il peut terminer Chandler avec son striking. Chandler, lui, il aura vraiment que son explosivité. Son striking, peut-être sa lutte. On l'avait vu, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la fin du premier round de leur premier combat. Il avait quand même réussi à garder Charles sur le dos et à lui mettre pas mal de frappes. En tout cas, il avait gagné le premier round comme ça, de cette façon, ça, c'était sûr. Mais du coup, le problème c'est que voilà, le fight IQ de Michael Chandler, il peut partir en couille à n'importe quel moment. Et si le public le chauffe dans le deuxième round et qu'il décide de partir à la guerre totale, ça pourrait lui coûter cher. Ça lui a coûté cher par le passé. J'espère que Michael Chandler a analysé tous ses combats avec ses coachs et qu'il va suivre le game plan. Mais bon, on sait que Michael Chandler, c'est le genre à exploser les game plans au deuxième round. Donc ça reste très risqué, les amis. Donc je vous conseille de rester prudent sur ce combat-là. Mais de tenter la cote de Michael Chandler, je pense que ça vaut le coup. On pourrait avoir une surprise au premier round, même si j'y crois pas trop. Moi, personnellement, j'adore les deux combattants, donc ça me fait chier que cette rencontre ait lieu. J'aurais préféré que le combat soit annulé même, mais bon. Je pense du coup que la cote vaut le coup, donc tentez Michael Chandler, les amis, mais restez prudents. Et on retrouve en main event catégorie heavyweight le champion heavyweight John Jones contre l'ancien champion Stipe Miocic. John Jones, il est américain, il a 37 ans, 27 victoires pour une seule défaite. Sur les 27 victoires, 10 finishes par KO, KO technique, 7 soumissions et 10 décisions. Sa seule défaite, ça a été une disqualification à cause d'un coup interdit à l'époque contre Matamil. Son dernier combat, c'est sa victoire par soumission au premier round contre Cyril Gane. Là où il est devenu champion, c'était au mois de mars 2023. Il est donc opposé à Stipe Miocic. Stipe Miocic, il est américain, il a 42 ans. 20 victoires pour 4 défaites. Sur les 20 victoires, 15 finishes par KO ou KO technique et 5 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 3 fois par KO ou KO technique et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa lourde défaite par KO contre Francis Ngannou et ça remonte déjà au mois de mars 2021. Pour les cotes, on retrouve énorme favori John Jones avec une toute petite cote à 1,11 et une grosse cote à 5,60 pour Stipe Miocic. Alors pour ce qui est de John Jones, ancien champion light heavyweight qui a roulé sur la catégorie, légende de l'UFC avec quand même pas mal de petits problèmes de dopage, de combats annulés, de combats passés en no contest contre Cormier. Voilà, sa carrière n'est pas clean, mais ça n'en reste pas moins le grand champion qu'il l'est. C'est un combattant donc, qui est extrêmement complet, John Jones. On l'a vu même contre Cyril Gane, où si on pouvait avoir des doutes, il s'est montré après son retour vraiment imposant dans la cage. Il a pris le centre de l'octogone très rapidement contre Cyril Gane. Il a montré quand même un striking assez vif. Je pense que c'est même lui on voyait en fait une envie de gagner. Cyril Gane, il était un petit peu tétanisé, faut dire, par l'événement et par l'adversaire en face de lui. Il n'était pas à l'aise, Cyril, dans ce combat-là. Si on remonte plus en arrière, on avait vu en galère John Jones, c'était contre Dominique Reyes. Il faut remonter à 2020 déjà, sa dernière défense de titre, où beaucoup de gens pensent que c'était une défaite. Effectivement, il avait perdu les 3 premiers rounds clairement. Mais il était vraiment bien revenu dans le dernier round. Faut dire que ça a été. Voilà, je peux comprendre pourquoi il a eu la victoire, mais pour moi, quand je l'ai vu à l'époque, ça m'avait quand même semblé un vol, un peu comme tout le monde. Donc on l'avait vu un peu galérer John Jones lors de ses derniers combats. Il était moins létal contre Anthony Smith, Thiago Santos. Faut remonter à sa dernière victoire contre Gustafsson ou sinon c'était contre Charles Sonnen, Vitor Belfort. Faut remonter vraiment dans le début de carrière pour le retrouver faire des finishes spectaculaires. Sinon, à partir de là, c'est vrai que c'était des dominations, mais beaucoup des dominations par décision, donc, et assez ennuyantes même lors de ses derniers combats. Il y a vraiment que contre Cyril Gane où il a surpris avec son retour après 3 ans d'absence, cette façon qu'il a eu d'attraper. Bon, Cyril Gane a fait une erreur, c'est vrai qu'il envoyé du bras arrière comme ça face à Jones, il s'est fait attraper le dos rapidement et Cyril Gane manquait cruellement de grappling. Face à un expert comme John Jones, ça a été la punition directe. Stipe Miocic, même si effectivement il n'a pas combattu depuis 3 ans, son dernier combat, lourde défaite contre Francis Ngannou, et qu'il a déjà 42 ans, je pense qu'il va venir préparer au top. Il nous a toujours habitués à être au top à chaque combat. Son dernier combat, sa dernière performance, elle remonte contre Daniel Cormier, donc c'était au mois d'août 2020, la dernière défense de ceinture qu'il avait réussi à faire. C'est lui qui a le plus de défense effectivement sur le papier de ceinture, c'est lui qui a le plus de combats pour le titre chez les poids lourds. 42 ans déjà, mais je pense qu'il aura quand même encore de belles choses à offrir. Niveau striking, par exemple, je pense que Stipe n'aura pas peur de Jones. À l'inverse de Cyril Gane qui s'est monté vraiment assez peureux dès le début de l'engagement,
Je pense que Stipe il va pas reculer contre Jones. Jones le sait, Stipe il a de la puissance dans les points. Stipe il a beaucoup de victoires par KO. Et il faudra que soit prudent. Il le sait, John Jones, il nous a promis une victoire en rendant ça facile. Donc est-ce qu'il va essayer d'aller au sol immédiatement? On sait que Stipe, quand il s'était retrouvé sur le dos face à Daniel Cormier, il n'avait pas proposé grand-chose. Ça avait été quand même difficile. Il avait quand même perdu des rounds comme ça même. Pas, c'était sur leur premier combat, parce que le premier affrontement, il s'était pris un KO au premier round, mais sur le deuxième, qu'il a remporté par KO technique, il s'était retrouvé sur le dos plusieurs fois dans le combat. Donc John Jones, je pense qu'il a une clé à jouer là-dessus. Essayer d'attraper Stipe, ça va pas être simple. Stipe, il a une très bonne défense de takedown. C'est un poids lourd, donc pourtant on a vu à quelle facilité John Jones il a balayé Cyril Gane, il l'a envoyé au sol. Je pense que contre Stipe, il pourrait, s'il il attrape le dos, essayer de reproduire la même chose, c'est-à-dire avec facilité emmener Stipe au sol. Mais Stipe, il a une bonne défense contre les soumissions. Il n'a jamais été soumis, Stipe. Ses seules défaites, c'est en striking. Il a un très bon striking, comme j'ai dit, 15 finishes par KO technique. Donc il a quand même, il avait éteint Fabricio Verdum, il avait éteint Dos Santos. Ça, même son premier combat contre Francis Ngannou, il manquait cruellement de lutte à l'époque en 2018 et Stipe, même s'il avait pris la foudre dans le premier round, il avait su toucher Francis aussi en striking. Donc je pense que Jones en fait, faudrait que ça aille vite. Si jamais le combat dure, est-ce que Stipe il aura du cardio encore dans le troisième, quatrième round à 42 ans? Je pense qu'il peut quand même nous surprendre. Il est quand même resté actif, même s'il montre rien sur les réseaux, Stipe. On n'a pas beaucoup d'infos sur ce qu'il a fait. Je pense qu'il est resté actif. Je pense qu'il s'est préparé pour ce combat avec vraiment le plus grand sérieux. Il aura bossé son cardio. Il va être dangereux dans les premiers rounds, ça c'est certain. Si le combat dure en longueur, on pourrait peut-être voir une clé pour Stipe Miocic, mais je pense quand même que Jones sera plus dangereux. Je le vois quand même être capable d'aller lutter Stipe. Je pense qu'il peut réussir à emmener Stipe au sol, même s'il ne le soumet pas, il peut le dominer. Pour ce qui est du striking, Jones par contre, il faudra quand même qu'il soit prudent. On voit la cote, il a vraiment pas été respecté sur les cotes Stipe Miocic et une cote à 1,11 basse pour John Jones comme ça, quand même ça m'a surpris. Je pense que Stipe c'est vraiment l'absence, 3 ans sans combattre, surtout sa dernière défaite. Mais c'était Francis Ngannou en face. John Jones, il n'a pas la puissance de Francis Ngannou dans les points. Et je ne vois pas John Jones être capable de KO Stipe Miocic. Je pense que si John Jones gagne, ce sera grâce à sa lutte, grâce à son grappling, grâce à son sol. Peut-être un TKO au sol, c'est une possibilité, mais debout, j'ai du mal à y croire. Jones, je pense pas qu'il va se planter avec des coups de coude retournés ou des coups de pied retournés face à Miocic. Je pense qu'il va d'abord être prudent, il va amener un striking prudent. Même s'il va être, je pense qu'il va essayer de prendre aussi rapidement le centre de l'octogone. Je pense qu'il va vouloir se montrer rapidement agressif. Mais Stipe, on peut pas le contrôler comme il avait fait face à Cyril Gane. Je pense que Stipe, même s'il va être prudent aussi, il sait qu'il est meilleur que John Jones en striking. Il sait que c'est là la clé pour la victoire, Stipe. Il sait qu'il peut choquer le monde en mettant KO John Jones. C'est sa seul moyen de gagner. Il peut pas emmener Jones au sol. Il peut pas lutter Stipe. Il peut pas faire de grappling. Il faut qu'il reste debout. Donc il aura vraiment bossé sa défense de takedown et forcément sa boxe. Donc il n'a pas spécialement de coup de pied non plus, Stipe Miocic, c'est vraiment la boxe, vraiment sa boxe qui est dangereuse. Donc Jones, là, c'est vraiment la clé pour lui. C'est vraiment le sol, d'emmener Stipe tout de suite au sol, immédiatement, je pense, en début de combat. Parce que plus le combat va avancer et plus je verrai quand même des chances quand même de Stipe de pouvoir s'en sortir dans ce combat. Donc ça reste quand même compliqué de jouer la cote de Stipe Miocic, les amis. Je vous conseille de rester prudent. Je vois John Jones remporter ce combat. On pourrait avoir un finish. Une décision est possible aussi. Ça pourrait être une décision. Après, avec l'ampleur du combat, les deux pourraient être assez aussi timorés. C'est possible aussi. On pourrait avoir un combat chiant. C'est une possibilité. Mais je vois quand même John Jones l'emporter. Plus jeune, il est en mission. On l'avait vu contre Cyril Gane. Il est déterminé en mission. Stipe, j'ai des doutes quand même un petit peu sur son retour. Donc une possibilité de défaite pour Jones, c'est la défaite par KO technique ou par KO, mais je miserai pas là-dessus. Donc je vous conseille de choisir John Jones, les amis. Je pense que ça reste le choix le moins risqué, mais restez prudent. Sur un combat de légende comme ça, tout est possible. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être bons et qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. Il y en a beaucoup ces derniers temps, sur quasiment chaque événement. Pour ceux qui ne sont pas habitués, quand il y a un changement de dernière minute, je mets en commentaire épinglé le pronostic sur la vidéo. On se retrouvera du coup les amis la semaine prochaine pour l'UFC Fight Night 248. On retrouvera en main event Petr Yan contre Deiveson Figueiredo. On aura également sur la carte le retour de Volkan Ozdemir contre le striker Carlos Ulberg. Il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs. C'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie. De l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans.
Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.